Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé. On se retrouve donc pour la suite de notre lecture Ourson. Et cette fois-ci en soft spoken. Notre chapitre précédent n'était pas terminé. Il s'agissait donc du chapitre 9, le puits. Donc, en voici la suite. On continue. Tout en causant, chacun commença à sentir des tiraillements d'estomac qui indiquaient clairement qu'on avait besoin de dîner. Ourson avait laissé au fond du puits les provisions de la fée. Pendant qu'on s'embrassait encore et qu'on pleurait un peu par souvenir, Passerose, sans dire mot, descendit dans le puits et remonta bientôt avec les provisions qu'elle plaça en dehors de la maison, sur une botte de paille. Elle apporta autour de cette table improvisée 4 autres bottes qui devaient servir de siège. « Le dîner est servi, dit-elle. Venez manger. Nous en avons tous besoin. La pauvre madame et Violette tombent d'inanition. Ourson a bu, mais il n'a pas mangé. Voici un pâté, voici un jambon, du pain, du vin. Vive la bonne fée. » Agnella, Violette et Ourson ne se le firent pas dire 2 fois. Ils se mirent gaiement à table. L'appétit était bon, le repas excellent, le bonheur brillait sur tous les visages. On causait, on riait, on se serrait les mains, on était heureux. Quand le dîner fut terminé, Passerose s'étonna que la fée n'eût pas pourvu à leurs besoins. « Voyez, dit-elle, la maison reste en ruine, tout nous manque. L'étable est notre seul abri, la paille notre seul coucher, les provisions du puits sont notre seule nourriture. Jadis, tout arrivait avant même qu'on eût le temps de le demander. » Agnella regarda vivement sa main. L'anneau n'y était plus. Il fallait désormais gagner son pain à la sueur de son front. Ourson et Violette, voyant son air triste, lui en demandèrent la cause. « Hélas, mes enfants, vous me trouverez sans doute bien ingrate au milieu de notre bonheur, de m'inquiéter de l'avenir, mais je m'aperçois que dans l'incendie, j'ai perdu la bague que m'a donnée la fée et qui devait fournir à toutes nos nécessités tant que je l'aurai à mon doigt. Je ne l'ai plus. Qu'allons-nous faire ? Pas d'inquiétude, chère mère. Ne suis-je pas grand et fort ? Je chercherai de l'ouvrage et vous vivrez de mon salaire. Et moi donc, dit Violette, ne puis-je aussi aider ma bonne mère et notre chère Passerose ? En cherchant de l'ouvrage pour toi, Ourson, tu en trouveras pour moi aussi. Je vais en chercher de ce pas, dit Ourson. Adieu, mère. Au revoir, Violette. Et leur baisant les mains, il partit d'un pas léger. Il ne prévoyait guère, le pauvre Ourson, l'accueil qui l'attendait dans les 3 maisons où il demanderait de l'occupation. Chapitre 10. La ferme, le château, l'usine. Ourson marcha près d'1 heure avant d'arriver à une grande et belle ferme où il espéra trouver le travail qu'il demandait. Il voyait de loin le fermier et sa famille assis devant le seuil de leur porte et prenant leur repas. Il ne s'en trouvait plus qu'à une petite distance lorsqu'un des enfants, petit garçon de 10 ans, l'aperçut. Il sauta de son siège, poussa un cri et s'enfuit dans la maison. Un second enfant, petite fille de 8 ans, entendant le cri de son frère, se retourna également et se mit à jeter des cris perçants. Toute la famille, imitant alors le mouvement des enfants, se retourna à la vue d'Ourson. Les femmes poussèrent des cris de terreur, les enfants s'enfuirent, les hommes saisirent des bâtons et des fourches, s'attendant à être attaqués par le pauvre ourson qu'ils prenaient pour un animal extraordinaire, échappé d'une ménagerie. Ourson, voyant ce mouvement de terreur et d'agression, prit la parole pour dissiper leur frayeur. « Je ne suis pas un ours, comme vous semblez le croire, messieurs.
mais un pauvre garçon qui cherche de l'ouvrage et qui serait bien heureux si vous vouliez lui en donner. » Le fermier fut surpris d'entendre parler un ours. Il ne savait trop s'il devait fuir ou l'interroger. Il se décida à lui parler. « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? » ?»« Je viens de la ferme des bois, et je suis le fils de la fermière Agnella, » répondit Ourson. Excusez-moi. « Ah ah, c'est toi qui, dans ton enfance, allais au marché et faisais peur à nos enfants. Tu as vécu dans les bois, tu t'es passé de notre secours. Pourquoi viens-tu nous trouver maintenant ? Va-t'en vivre en ours, comme tu as vécu jusqu'ici. Notre ferme est brûlée. Je dois faire vivre ma mère et ma sœur du travail de mes mains. C'est pourquoi je viens vous demander de l'ouvrage. Vous serez content de mon travail. Je suis vigoureux et bien portant. J'ai bonne volonté. Je ferai tout ce que vous me commanderez. »« Tu crois, mon garçon, que je vais prendre à mon service un vilain animal comme toi, qui fera mourir de peur ma femme et mes servantes, tomber en convulsions mes enfants? Pas si bête, mon garçon, pas si bête. Et voilà assez. Va-t'en, laisse-nous finir notre dîner. » »« Monsieur le fermier, de grâce, veuillez essayer de mon travail. Mettez-moi tout seul, je ne ferai peur à personne. Je me cacherai pour que vos enfants ne me voient pas. »« Auras-tu bientôt fini, méchant ours? Pars tout de suite, sinon je te ferai sentir les dents de ma fourche dans tes reins poilus. » Le pauvre ourson baissa la tête. Une larme d'humiliation et de douleur brilla dans ses yeux. Il s'éloigna à pas lents, poursuivi des gros rires et des huées du fermier et de ses gens. Quand il fut hors de leur vue, il ne chercha plus à contenir ses larmes, mais dans son humiliation, dans son chagrin, il ne lui vint pas une fois la pensée que Violette pouvait le débarrasser de sa laide fourrure. Il marcha encore et aperçut un château dont les abords étaient animés par une foule d'hommes qui allaient, venaient et travaillaient tous à des ouvrages différents. Les uns ratissaient, les autres fauchaient, ceux-ci pansaient les chevaux, ceux-là bêchaient, arrosaient, semaient. « Voilà une maison où je trouverai certainement de l'ouvrage, » dit Ourson. « Je n'y vois ni femme ni enfant. Les hommes n'auront pas peur de moi, je pense. » Ourson s'approcha sans qu'on le vît. Il ôta son chapeau et se trouva devant un homme qui paraissait devoir être un intendant. « Monsieur, dit-il. » L'homme leva la tête, recula d'un pas quand il vit Ourson et l'examina avec la plus grande surprise. « Qui es-tu ? Que veux-tu ? » dit-il d'une voix rude. « Monsieur, je suis le fils de la fermière Agnella, maîtresse de la ferme des bois. »« Eh bien, pourquoi viens-tu ici ? » ?»« Notre ferme a brûlé, monsieur. Je cherche de l'ouvrage pour faire vivre ma mère et ma sœur. J'espérais que vous voudriez bien m'en donner. »« De l'ouvrage ? À un ours ? » ?»« Monsieur, je n'ai de l'ours que d'apparence. Sous cette enveloppe qui vous répugne, bat un cœur d'homme, un cœur capable de reconnaissance et d'affection. Vous n'aurez à vous plaindre ni de mon travail, ni de ma bonne volonté. » Pendant qu'Ourson parlait et que l'intendant l'écoutait d'un air moqueur, il se fit un grand mouvement du côté des chevaux. Il se cabrait, il ruait. Les palefreniers avaient peine à les retenir. Quelques-uns même s'échappèrent et se sauvèrent dans les champs. « C'est l'ours, criaient les palefreniers. Il fait peur aux chevaux. Chassez-le, faites-le partir. »« Va-t'en, lui cria l'intendant. Ourson, stupéfait, ne bougeait pas. « Ah, tu ne veux pas t'en aller ?» vociféra l'homme. « Attends, méchant vagabond, je vais te régaler d'une chasse. Oh là, vous autres, courez chercher les chiens, lâchez-les sur cet animal. Allons, qu'on se dépêche, le voilà qui détale. » En effet, Ourson, plus mort que vif de ce cruel accueil, s'en allait en précipitant sa marche. Il avait hâte de s'éloigner de ces hommes inhumains et méchants. C'était la seconde tentative manquée. Malgré son chagrin, il ne se découragea pas. « Il y a encore 3 ou 4 heures de jour, dit-il. J'ai le temps de continuer mes recherches. » Et il se dirigea vers une forge qui était à 3 ou 4 kilomètres de la ferme des bois. Le maître de la forge employait beaucoup d'ouvriers. Il donnait de l'ouvrage à tous ceux qui lui en demandaient, non par charité, mais dans l'intérêt de sa fortune
et pour se rendre nécessaire. Il était craint, mais il n'était pas aimé. Il faisait la richesse du pays. On ne lui en savait pas gré parce que lui seul en profitait, et qu'il pesait de tout le poids de son avidité et de son opulence sur les pauvres ouvriers qui ne trouvaient de travail que chez ce nouveau marquis de Carabas. Le pauvre ourson arriva donc à la forge. Le maître était à la porte, grondant les uns, menaçant les autres, les terrifiant tous. « Monsieur, dit Ourson, en s'approchant, auriez-vous de l'ouvrage à me donner ? » ?»« Certainement. J'en ai toujours et à choisir. Quel ouvrage ? demande. Il leva la tête à ces mots, car il avait répondu sans regarder Ourson. Quand il le vit, au lieu d'achever sa phrase, ses yeux étincelèrent de colère, et il continua en balbutiant. « Quelle est cette plaisanterie ? Sommes-nous en carnaval, pour qu'un ouvrier se permette une si ridicule mascarade ? Veux-tu me jeter à bas ta laide peau d'ours, ou je te fais passer au feu de ma forge pour rissoler tes poils ?» »« Ce n'est point une mascarade, répondit tristement Ourson. C'est hélas une peau naturelle, mais je ne m'en suis pas moins bon ouvrier, et si vous avez la bonté de me donner de l'ouvrage, vous verrez que ma force égale ma bonne volonté. »« Je vais t'en donner de l'ouvrage, vilain animal, s'écria le maître de forge, écumant de colère. Je vais te fourrer dans un sac, et je t'enverrai dans une ménagerie. On te jettera dans une fosse avec les frères les ours. Tu en auras de l'ouvrage à te défendre de leurs griffes. Arrière, canaille, disparais si tu ne veux pas aller à la ménagerie. » Et brandissant son bâton, il en eût frappé Ourson si celui-ci ne se fût promptement esquivé. Chapitre 11. Le sacrifice. Ourson marcha vers sa demeure, découragé, triste, abattu. Il allait lentement, il arriva tard à la ferme. Violette courut au-devant de lui prit la main, et sans dire un mot, l'amena devant sa mère. Là, elle se mit à genoux et dit « Ma mère, je sais ce que notre bien-aimé ourson a souffert aujourd'hui. En son absence, la fée rageuse m'a tout conté, la fée Drôlette m'a tout confirmé. Ma mère, quand vous avez cru ourson perdu à jamais pour vous, pour moi, vous m'avez révélé ce que dans sa bonté, il voulait me cacher. Je sais que je puis, en prenant son enveloppe, lui rendre la beauté qu'il devait avoir. Heureuse, 100 fois heureuse de pouvoir reconnaître ainsi la tendresse, le dévouement de ce frère bien-aimé, je demande à faire l'échange permis par la bonne fée Drôlette, et je la supplie de l'opérer immédiatement. »« Violette, Violette, s'écria Ourson terrifié. Violette, reprends tes paroles. Tu ne sais pas à quoi tu t'engages. Tu ignores la vie d'angoisse et de misère, la vie de solitude et d'isolement à laquelle tu te condamnes, la désolation incessante qu'on éprouve de se voir en horreur à tout le genre humain. Oh Violette, Violette, de grâce, retire tes paroles. »« Cher ourson, dit Violette, avec calme, mais avec résolution, en faisant ce que tu crois être un grand sacrifice, j'accomplis le vœu le plus cher à mon cœur. Je travaille à mon propre bonheur. Je satisfais un besoin ardent, impérieux, de te témoigner ma tendresse, ma reconnaissance. Je m'estime en faisant ce que je fais. Je me mépriserais en ne le faisant pas. Arrête, Violette, un instant encore, réfléchis, songe à ma douleur quand je ne verrai plus ma belle, ma charmante Violette, quand je craindrai pour toi les railleries, l'horreur des hommes. Oh Violette, ne condamne pas ton pauvre ourson à cette angoisse. » Le charmant visage de Violette s'attrista. La crainte dans l'antipathie d'ourson la fit tressaillir, mais ce sentiment tout personnel fut passager. Il ne put l'emporter sur sa tendresse si dévouée. Pour toute réponse, elle se jeta dans les bras d'Agnella et dit « Mère, embrassez une dernière fois votre Violette blanche et jolie. » Pendant qu'Agnella, Ourson et Passerose l'embrassaient et la contemplaient avec amour, pendant qu'Ourson, à genoux, la suppliait de lui laisser sa peau d'ours à laquelle il était habitué depuis 20 ans qu'il en était revêtu, Violette appela encore à haute voix « Fée Drôlette, fée Drôlette, venez recevoir le prix de la santé et de la vie de mon cher ourson. »
Au même instant, apparut la fée Drôlette dans toute sa gloire, sur un char d'or massif, traîné par 150 alouettes. Elle était vêtue d'une robe en ailes de papillon, des couleurs les plus brillantes. Sur ses épaules tombait un manteau en réseau de diamants, qui traînait à 10 pieds derrière elle, et d'un travail si fin qu'il était léger comme la gaze. Ses cheveux, luisants comme des soies d'or, étaient surmontés d'une couronne en escarboucles brillantes, comme des soleils. Chacune de ses pantoufles était taillée dans un seul rubis. Son joli visage, doux et gai, respirait le contentement. Elle arrêta sur Violette un regard affectueux. « Tu le veux donc, ma fille, dit-elle. »« Madame, s'écria Ourson en tombant à ses pieds, daignez m'écouter, vous qui m'avez comblé de vos bienfaits, vous qui m'inspirez une si tendre reconnaissance, vous, bonne et juste, exécuterez-vous le vœu insensé de ma chère Violette? Voudrez-vous faire le malheur de ma vie en me forçant d'accepter un pareil sacrifice? Non, non, fée charmante, fée chérie, vous ne voudrez pas le faire, vous ne le ferez pas. » Tandis qu'Ourson parlait ainsi, la fée donna un léger coup de sa baguette de perles sur Violette, un second coup sur Ourson, et dit « Qu'il soit fait selon le vœu de ton cœur, ma fille, qu'il soit fait contre tes désirs, mon fils. » Au même instant, la figure, les bras, tout le corps de Violette se couvrirent des longs poils soyeux qui avaient quitté Ourson, et Ourson apparut avec une peau blanche et unie qui faisait ressortir son extrême beauté. Violette le regardait avec admiration, pendant que lui, les yeux baissés et pleins de larmes, n'osait envisager sa pauvre Violette, si horriblement métamorphosée. Enfin il la regarda, se jeta dans ses bras, et tous deux pleurèrent. Ourson était merveilleusement beau. Violette était ce qu'avait été Ourson, sans forme, sans beauté, comme sans laideur. Quand Violette releva la tête et regarda Agnella, celle-ci lui tendit les mains. « Merci, ma fille, ma noble et généreuse enfant, dit Agnella. « Mère, dit Violette à voix basse, m'aimerez-vous encore? Si je t'aimerais, ma fille chérie, 100 fois, 1000 fois plus qu'auparavant. » Violette, dit Ourson, ne crains pas d'être laide à nos yeux. Pour moi, tu es plus belle 100 fois que lorsque tu avais toute ta beauté. Pour moi, tu es une sœur, une amie incomparable. Tu seras toujours la compagne de ma vie, l'idéal de mon cœur. Chapitre 12. Le combat. Violette allait répondre, lorsqu'une espèce de mugissement se fit entendre dans l'air. On vit descendre lentement un char de peau de crocodile, attelé de 50 énormes crapauds. Tous ces crapauds soufflaient, sifflaient, et auraient lancé leur venin infect si la fée Drôlette ne leur eût défendu. Quand le char fut à terre, il en sortit une grosse et lourde créature. C'était la fée rageuse. Ses gros yeux semblaient sortir de sa tête. Son large nez épaté couvrait ses joues ridées et flétries. Sa bouche allait d'une oreille à l'autre. Quand elle l'ouvrait, on voyait une langue noire et pointue qui léchait sans cesse de vilaines dents écornées et qui, couverte d'un enduit de bave verdâtre. Sa taille, haute de 3 pieds à peine, était épaisse. Sa graisse flasque et jaune avait principalement envahi son gros ventre tendu comme un tambour. Sa peau grisâtre était gluante et froide comme celle d'une limace. Ses rares cheveux rouges tombaient de tous côtés en mèches inégales le long d'un cou plissé et goitreux. Ses mains larges et plates semblaient être des nageoires de requin. Sa robe était en peau de limace et son manteau en peau de crapaud. Elle s'avança lentement vers Ourson, que nous appellerons désormais de son vrai nom, le prince merveilleux. Elle s'arrêta en face de lui, jeta un coup d'œil furieux sur la fée Drôlette, un coup d'œil de triomphe moqueur sur Violette, croisa ses gros bras gluants sur son ventre énorme et dit, d'une voix aigre et enrouée, « Ma sœur l'a emporté sur moi, prince merveilleux. Il me reste pourtant une consolation. Tu ne seras pas heureux, parce que tu as retrouvé ta beauté première aux dépens du bonheur de cette petite sotte, qui est affreuse
ridicule, et dont tu ne voudras plus approcher. Oui, oui, pleure, ma belle Oursine, tu pleureras longtemps, et tu regretteras amèrement, si tu ne le regrettes déjà, d'avoir donné au prince merveilleux ta belle peau blanche. Jamais, madame, jamais, mon seul regret est de n'avoir pas su plus tôt ce que je pouvais faire pour lui témoigner ma reconnaissance. La fée Drôlette, dont le visage avait pris une expression de sévérité et d'irritation inaccoutumée, brandit sa baguette et dit « Silence, ma sœur, vous n'aurez pas longtemps à triompher du malheur de Violette. J'y porterai remède, son dévouement mérite récompense. Je vous défends de lui venir en aide sous peine de ma colère. Je ne redoute pas votre colère, ma sœur, et je dédaigne de vous en punir. M'en punir? Tu oses me menacer ?» Et sifflant bruyamment, elle fit approcher son équipage, remonta dans son char, s'enleva et voulut fondre sur Drôlette pour l'asphyxier par le venin de ses crapauds. Mais Drôlette connaissait les perfidies de sa sœur. Ses alouettes fidèles tenaient le char à sa portée. Elle sauta dedans. Les alouettes s'élevèrent, planèrent au-dessus des crapauds et s'abaissèrent rapidement sur eux. Ceux-ci, malgré leur pesanteur, esquivèrent le coup en se jetant de côté. Ils purent même lancer leur venin sur les alouettes les plus rapprochées, qui moururent immédiatement. La fée les détela avec la rapidité de la foudre, s'éleva encore et vint retomber si adroitement sur les crapauds que les alouettes leur crevèrent les yeux avec leurs griffes avant que Rageuse eût le temps de secourir son armée. Les cris des crapauds, les sifflements des alouettes faisaient un bruit à rendre sourd. Aussi la fée Drôlette eut-elle l'attention de crier de ses amis, qui regardaient le combat avec terreur. « Éloignez-vous et bouchez-vous les oreilles », ce qu'ils firent immédiatement. Rageuse tenta un dernier effort. Elle dirigea ses crapauds aveugles vers les alouettes, afin de les prendre en face et de leur lancer du venin. Mais Drôlette s'élevait toujours. Rageuse restait toujours au-dessous. Enfin, ne pouvant contenir sa colère, elle s'écria « Tu es soutenue par la reine des fées, une vieille drôlesse que je voudrais voir au fond des enfers. » À peine eut-elle prononcé ces paroles que son char retomba pesamment à terre. Les crapauds crevèrent, le char disparut. Rageuse resta seule sous la forme d'un gros crapaud. Elle voulut parler, elle ne put que mugir et souffler. Elle regardait avec fureur Drôlette et ses alouettes, le prince merveilleux, Violette et Agnella, mais son pouvoir était détruit. La fée Drôlette abaissa son char, descendit à terre et dit « La reine des fées t'a punie de ton audace, ma sœur. Repens-toi, et si tu veux obtenir ta grâce. » Pour toute réponse, le crapaud lança son venin, qui heureusement n'atteignit personne. Drôlette étendit vers lui sa baguette. « Je te commande de disparaître et de ne plus jamais te montrer aux yeux du prince, de Violette et de leur mère. » À peine avait-elle achevé ces mots que le crapaud disparut sans qu'il restât le moindre vestige de son attelage et de son char. La fée Drôlette demeura pendant quelques instants immobile. Elle passa la main sur son front, comme pour en chasser une triste pensée, et s'approchant du prince merveilleux, elle lui dit « Prince, le titre que je vous donne vous indique votre naissance. Vous êtes le fils du roi féroce et de la reine aimée, caché jusqu'ici sous l'apparence d'une modeste fermière. Le nom de votre père indique assez son caractère. Votre mère, l'ayant empêché de tuer son frère indolent et sa belle-sœur nonchalante, il tourna contre elle sa fureur. Ce fut moi qui l'a sauvée dans une nuée avec sa fidèle Passerose. Et vous, princesse Violette, votre naissance égale celle du prince merveilleux. Votre père et votre mère sont ce même roi indolent et cette reine nonchalante, qui, sauvés une fois par votre mère, finirent par périr victimes de leur apathie. Depuis ce temps, le roi féroce a été massacré par ses sujets,
qui ne pouvait plus supporter son joug cruel. Ils vous attendent, prince, pour régner sur eux. Je leur ai révélé votre existence, et je leur ai promis que vous prendriez une épouse digne de vous. Votre choix peut s'arrêter sur une des 12 princesses que votre père retenait captives après avoir égorgé leurs parents. Toutes sont belles et sages, et toutes vous apportent en dot un royaume. La surprise avait rendu muet le prince merveilleux. Aux dernières paroles de la fée, il se tourna vers Violette, et la voyant pleurer. « Pourquoi pleures-tu, Violette? Crains-tu que je rougisse de toi, que je n'ose pas témoigner devant toute ma cour la tendresse que tu m'inspires, que je cache ce que tu as fait pour moi, que j'oublie les liens qui m'attachent à toi pour jamais? Crois-tu que je puisse être assez ingrat pour chercher une autre affection que la tienne et te remplacer par une de ces princesses retenues captives par mon père? Non, chère Violette, jusqu'ici, je n'ai vu en toi qu'une sœur. Désormais, tu seras la compagne de ma vie, ma seule amie, ma femme, en un mot. Ta femme, cher frère, c'est impossible. Comment assoirais-tu sur ton trône une créature aussi laide que ta pauvre Violette? Comment oserais-tu braver les railleries de tes sujets et des rois voisins? Moi-même, comment pourrais-je me montrer au milieu des fêtes de ton retour? Non, mon ami, mon frère, laisse-moi vivre auprès de toi, près de notre mère, seule, ignorée, couverte d'un voile, afin que personne ne me voie et ne puisse te blâmer d'avoir fait un triste choix. Le prince merveilleux insista longuement et fortement. Violette avait peine à se commander, mais néanmoins elle résistait avec autant de fermeté que de dévouement. Agnella ne disait rien. Elle eût voulu que son fils acceptât ce dernier sacrifice de la malheureuse Violette, et qu'il la laissât vivre près d'elle et près de lui, mais cachée à tous les regards. Passerose pleurait et encourageait tout bas le prince de son insistance. Voilà. Nous poursuivrons la prochaine fois ce chapitre, et ce sera donc en chuchoté. Quel retournement de situation! Je suppose que ça finira bien et que notre petite Violette, alias Oursine, retrouvera son apparence normale. Voilà les amis. Eh bien, je vous dis à prochainement pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt. Bye.